voilà, nous poursuivons nos échanges avec la troisième table ronde autour de la thématique recherche appliquée et recherche fondamentale. Et cette table ronde va être animée par Dominique Desjeux. Merci Dominique d'avoir bien voulu reprendre cette animation. Alors, je vais avoir une difficulté. Il se trouve que donc il fallait animer cette table parce que Katia ne pouvait pas le faire pour des raisons indépendantes de sa volonté, comme on dit. Et c'est vrai que c'est un thème que je trouve formidable, puisque c'est une partie de mon activité. Et ma difficulté, ça va être de présenter chacun sans me tromper. Donc si je me trompe, parce que je ne sais pas qui est qui en réalité, donc je vais faire l'appel. C'est la première fois que ça m'arrive, mais il y a une compétence qu'on a en anthropologie qui est très curieuse, parce que je n'avais pas pensé à ça, sauf depuis cette année. C'est qu'une de nos compétences, c'est de se repérer là où on n'y connaît rien. Et quand on réfléchit, c'est vrai, quand je suis arrivé, je ne sais pas, au Congo, dans un village à Sakameso, je ne parlais pas la langue, j'y connaissais rien, j'étais imbattable sur la théorie des modes de production lignagés, jamais trouvé ça sur le terrain, et j'ai découvert du manioc, des tomates, etc. Puis petit à petit, j'ai compris ce qui se passait, notamment la sorcellerie qui était assez compliquée. Pareil en Chine, et je peux vous dire que quand je suis arrivé en Chine en 97, tout était écrit en chinois, ça vous paraît normal, mais moi pas du tout, c'était pas écrit en pinyin. Le pinyin, c'est en caractères occidentaux, au moins vous arrivez à lire les rues. Et je ne pouvais pas sortir de l'université sans être accompagné par des étudiants. Bon. Donc on apprend à se débrouiller là où on est. Et là, c'est le cas vraiment aujourd'hui. Donc je dis ça avant pour ne pas paraître impoli, parce que vraiment, j'ai pris ça au pied levé. Mais ça me va très bien, j'ai aucun problème là-dessus. Donc professeur Frédéric Bonnet-Brio, vous répondez à l'appel. Donc vous êtes pédopsychiatre et vice-président de la recherche au CHRU, c'est ça? Donc merci beaucoup. Dominique Bardou, je crois que vous avez vu tout à l'heure, c'est vous qui avez posé la question piège. Mais là, en fait, elle a perçu ça comme une question piège, mais en réalité pas du tout, parce que je pense que c'est... Moi, j'avais eu la même idée quand je suis arrivé, je ne connaissais pas du tout le labo, hein, et je me suis dit, mais il faut absolument qu'ils essayent d'inventer des expérimentations sur le management et les organisations. Parce que c'est le problème, vous voyez, on s'est retrouvés sans le savoir. Ensuite, Gilles Venturini. Merci beaucoup. Donc, professeur d'informatique à l'université de Tours. Donc, vous êtes, comment dire, en cyclisme, celui de l'étape, là. Vous êtes le local de l'étape, oui, c'est ça. Pour l'université, au moins. Ensuite, Nicolas Duboulos, par élimination, directeur de la recherche région Centre-Val de Loire. Et puis Cathy Munch-Massé, première adjointe au maire de Tours, et aussi vous êtes à la région, si j'ai bien compris. Voilà. Donc le thème que nous allons aborder, officiellement, c'est de la recherche fondamentale à la recherche appliquée, ou comment répondre collectivement à des enjeux multidimensionnels, avec apparemment des présentations de résultats de la recherche. Et je voulais commencer par une conclusion que je m'étais faite après la première table ronde. Mais ça fait longtemps que je la mûris, hein, je ne l'ai pas inventée là. Mais je me suis dit vraiment à la fin, et puis après avoir visité le Limilab, je me suis dit, mais vraiment, cette distinction entre recherche fondamentale et appliquée, elle n'a ni queue ni tête. Et je pense, mais elle a un sens pour certains acteurs, mais elle n'a pas beaucoup de sens. Quand on est... Je ne me suis pas présenté, mais moi je suis à la fois prof à l'université, à la Sorbonne, c'est l'université maintenant de Paris, et en même temps je suis chercheur international et consultant, et toute mon activité est de faire l'interface entre des entreprises, des administrations ou des ONG et le monde académique, on va dire ça comme ça. Et donc j'ai créé un doctorat professionnel, c'est pour ça que j'étais intéressé par cette table ronde, pour former des docteurs en sociologie ou en anthropologie qui sortent de l'université. Là aussi, ça peut vous paraître évident de former des gens pour sortir de l'université, mais pas du tout. L'université forme des docteurs pour devenir à leur tour des profs et ne savent pas former des gens pour sortir de l'université. Or, je pense qu'il ne faut pas du tout limiter le nombre de doctorats. Je pense au contraire, il faut qu'on ait des très bons docteurs, qui soient dans le privé, le public ou le parapublic, peu importe, comme on a en Allemagne. En Allemagne, beaucoup de gens sont docteurs en dehors de l'université.
Donc c'est pour ça que j'ai pu prendre cette table à brûle-pourpoint et que je pense que la distinction entre fondamentale et appliquée n'a pas beaucoup de sens en sciences humaines. Pourquoi ça n'a pas beaucoup de sens en sciences humaines? Et le Living Lab le montre bien, parce qu'en sciences humaines, on observe en situation comment des acteurs réagissent à un changement, une innovation, peu importe. Comment ils réagissent, comment ils coopèrent, comment ils s'opposent. J'avais noté, si on veut faire une distinction un peu polémique, il y a peut-être des recherches hors sol et des recherches par observation, mais quand on réfléchit à quelle différence il y a entre fondamental et appliqué, d'abord je ne vois pas de critères pour tout vous dire, qu'est-ce que c'est que du fondamental en sociologie? Bon, si on dit que le fondamental c'est d'apprendre Durkheim, Marx, Pareto, Max Weber, comme je l'ai appris à l'école, on va dire à l'université, je ne suis pas sûr que ce soit fondamental pour tout vous dire. Je pense que c'est très important de les apprendre, mais peut-être pas à l'endroit où on le fait habituellement. C'est-à-dire, je pense que là, ce qui est intéressant, c'est de réfléchir à c'est quoi la science. Et dans nos domaines, la science, elle est ce qu'on appelle, c'est un gros mot, mais j'ai que celui-là, c'est ce qu'on appelle les approches inductives. C'est-à-dire que très souvent, par différence, il y a une approche expérimentale, où là on a des hypothèses et on va les tester, ou par rapport à des approches quantitatives, où on aura des corrélations. Dans nos domaines à nous, quand vous démarrez un terrain, vous ne savez pas où vous êtes, vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas quel est le problème. Il n'est pas question de faire des hypothèses, sauf de méthodes, bien évidemment. Et donc, il faut beaucoup de métiers, en réalité, pour faire des recherches et des enquêtes en sciences humaines et sociales. Donc, je m'arrêtais là, je crois que c'est suffisant. Pour dire, au final, il me semble que le plus intéressant qui est en train de se développer ici, et notamment avec cette expérience, c'est qu'à mon avis, il n'est pas possible de changer l'université dans son rapport avec le monde professionnel. En tout cas, pas au centre. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Un jour, ça se fera. Et ça ne peut se faire que sur les côtés. C'est ce que j'observe d'ailleurs dans les processus d'innovation. En général, les innovations passent par des minorités, elles passent par les côtés, elles passent par des start-up, par exemple, et après, les grandes organisations les récupèrent pour innover. Je crois que ce sera pareil pour l'université. Ceci n'est pas un jugement de valeur ni négatif ni positif, c'est juste une analyse pour dire je ne crois pas que ça pourra changer là. Par contre, ça va passer à travers des expériences qui marchent, comme celle-là. Moi, j'anime un réseau aussi de 80 socio-anthropologues français qui sont tous soit à leur compte, soit dans des grandes entreprises, soit dans les instituts d'études et qui ont la moitié, ils ont un doctorat. Et ils travaillent comme professionnels. Donc à partir de cette introduction un peu longue, je m'en excuse, mais c'était pour essayer de situer peut-être pour dire qu'on peut parler autrement de cette opposition entre fondamental et appliqué. J'ai envie de poser la même question qu'on a posée tout à l'heure. À partir de l'expérience du Covid, qui a bougé beaucoup de choses, qui aimerait commencer par dire comment il a vécu ça et qu'est-ce que ça a changé dans sa vision du monde par rapport à Allez-y, alors voilà. Oui, je veux bien prendre la parole puisque j'avais posé la question tout à l'heure sur l'action qu'on avait pu mener dans ce domaine. D'abord, je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir inscrit à cette table ronde, puisque de ma vie, je n'ai jamais fait de recherche, ni fondamentale, ni appliquée, du moins pas encore. Et donc, je suis le candide de la table ronde. Mais vous m'accompagnez alors, très bien. Et donc là, oui, sur le Covid, on voit bien qu'il y a parfois un hiatus entre ce que l'on croit faire et ce que l'on fait réellement. Voilà. Je crois que j'avais l'intuition que nous avions inversé un peu la vapeur dans la façon de manager alors de cette crise sanitaire. C'est-à-dire que les managers s'étaient mis en cellule de crise au service des équipes, leur demandant quels étaient leurs besoins et exécutant finalement les indications, parfois même les ordres des équipes. Et on voit que ça n'a pas été tout à fait ressenti de cette façon-là. Donc, il me semble qu'il faut repenser de manière fondamentale le management. La sociologie du travail, c'est quand même une science récente. Alors, je ne suis pas un spécialiste, je l'ai dit, mais il me semble qu'on a peut-être théorisé la pensée sur la révolution industrielle. Sur la révolution numérique, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de travaux sur le sujet. Et donc,
peut-être que c'est l'occasion de se saisir de ce sujet pour repenser le management et de se dire, bon, et si on faisait autrement? Et si nous étions, à travers ce que vous avez dit, monsieur Desjeux, une expérimentation, si nous inversions la vapeur et si nous étions dans la co-construction, si nous pensions nos métiers, tous nos métiers, ceux du management, ceux du travail de terrain, comme dirait Madame Dubé. Moi, j'ai l'impression qu'on est tous sur le terrain. Mais bon, oui. On a des terrains différents, mais ce sont quand même des terrains. On est toujours le terrain de l'autre et l'abstrait de l'autre. Mais exactement. Sur un terrain. Oui. Et donc, si on les repensait ensemble, et si on se mettait, peut-être dans des simulations, à regarder comment on fonctionne et comment on devrait peut-être fonctionner. Est-ce que vous avez parlé de révolution numérique. Oui. Est-ce que là, à travers le Covid-19, vous avez eu l'intuition, l'impression ou observé quelque chose qui serait l'émergent d'une révolution numérique? Vous voulez parler? Peut-être que la révolution numérique nous a fait, en tout cas le numérique, nous a servi, effectivement, nous a servi de moyen de communication, parce qu'il faut quand même se rendre compte de ce qu'était cette gestion de crise. C'était des établissements qui étaient hermétiques, fermés. Donc il a bien fallu trouver des moyens de communication avec des résidents, avec leurs familles, et voilà. Donc c'est effectivement, on en a eu une sorte d'exemple. Et donc on voit bien, quand on analyse cette gestion de crise, qu'il y a quelque chose à repenser pour ne plus être au mieux avec dans la discussion et la négociation, mais plus dans la co-construction, voilà, et pas dans quelque chose qui relève sur l'amélioration, par exemple, de la qualité de vie au travail, qui relèverait uniquement du rapport de force. Alors, je crois qu'il y a deux réactions, parce que ça suscite des... Allez-y. Voilà. Oui, merci. Une première réaction rapide sur les quelques modestes enseignements de ce contexte de crise qui n'est pas terminé, mais dont on a l'impression d'avoir vécu les pics, en tout cas, dans la façon dont ça a bousculé les organisations. Moi, je pense qu'il y a deux éléments majeurs. Le premier, c'est que cette crise, elle a eu un formidable effet loupe. On revient à la question de la révolution numérique. Cette crise a eu un effet loupe sur à la fois les opportunités de cette révolution numérique, mais aussi sur les fractures. Et donc, je pense que c'était déjà des sujets qui préexistaient, mais qui ont été rendus extrêmement visibles et qui aujourd'hui imposent de pouvoir être à la hauteur à la fois des opportunités de cette révolution numérique, mais aussi de la façon dont elle peut fracturer notre société. Et là, c'est en tant qu'élu que je parle et que ça appelle aussi des actions. Le deuxième élément de constat, et je pense que c'est des éléments qu'il ne faut pas perdre de cette crise, c'est que cette crise, elle a été un accélérateur de particules formidable sur les coopérations. C'est-à-dire que toutes les rigidités, procédures, zones de confort, habitudes, concurrence ont volé en éclats parce qu'il fallait trouver des solutions. Je donne juste un exemple qui n'est pas celui du sujet du Living Lab, mais celui des sans-abri. Je veux dire, en 2 semaines, on a été capable, parce qu'il y avait une crise sanitaire, de mettre tous les gens qui dormaient dehors à l'abri. Ça fait des années que c'est un sujet qui est le serpent de mer, sur lequel on pourrait penser que finalement, il n'y a pas de solution. On les a mis à l'hôtel, on les a mis dans des structures d'hébergement. Il y a eu des situations de solidarité, des réponses nouvelles envisagées aussi. Je ne dis pas que ce qui a été fait pendant ces 2 semaines, c'est forcément un modèle qui est facile à pérenniser. Je dis juste que cet impératif de la crise a permis aux acteurs de dire « Ok, on ne va pas faire comme d'habitude, et donc on va pousser les feux plus loin dans la recherche des solutions. » Et ça, je pense que, même si on ne sera pas, il faut le souhaiter toujours, bien évidemment, en crise, il faut garder quelque chose de cette capacité des acteurs à coopérer, plutôt que de se regarder en chien de fusil. Et là-dedans, j'inclus les institutions, qui sont parfois d'une lenteur qui fait obstacle à pouvoir inventer et être audacieux. Alors, dans la continuité justement de votre intervention, un petit témoignage aussi en tant que médecin et scientifique. Au tout début, à 24 heures en fait avant le déclenchement justement du confinement, en tout cas les annonces présidentielles, entre médecins, on se partageait les informations, les articles diffusaient, et pendant le week-end, on avait les collègues de l'Est
qui nous disait « N'attendez pas les décisions, fermez vos services ». Et donc, le lundi matin, moi, j'ai convoqué tout le service, j'ai fermé le service, alors que la décision n'était pas encore faite. Et on a vécu, en fait, à un moment donné, cette désynchronisation complète. Ça rejoint aussi un petit peu, peut-être, ce qui avait été connu justement à la maison de retraite, entre nos besoins, nos réalités, notre savoir, notre niveau de décision en tant que médecin, on est habitué à décider rapidement, et le fait qu'en haut, ça nous semblait être une méconnaissance totale de ce qui était déjà l'urgence. Et puis après, au fur et à mesure de la temporalité, on a vu aussi comment il y avait une accélération quand même de ces décisions, et notamment au niveau aussi de nos instances, et la capacité à se resynchroniser et à travailler ensemble, comme l'a dit tout à l'heure le docteur Leslie Guyon, et avec, dans ces moments-là, une expérience justement d'objectifs communs, de rapidité justement à avoir les bonnes décisions, de la co-construction, du changement de ligne avec finalement chacun se mettait dans un langage commun. Et c'est vrai que cette expérience-là est de rapidité. On a vécu la rapidité. Ça a été là où d'habitude... Ah mais ça c'est... Quand on sait que c'est possible... Alors je sais bien qu'après on nous répond, oui mais c'est parce que tout le reste de la machine s'arrête. Ça n'est possible que parce qu'il y a cet objectif-là. N'empêche qu'avoir en effet ressenti ça et vécu ça et expérimenté ça, je pense que c'est structurellement très positif dans une institution comme justement un CHU où il y a, par définition, là encore, des cultures différentes, des langages différents et puis parfois des objectifs qui peuvent sembler différents et qui ne le sont pas tant que ça, juste, heureusement. Je rebondis là-dessus, et ça veut dire que l'institution, mais là encore, il faut juste le constater, n'est pas organisée pour aller vite. Elle est... Alors, en tout cas, si ce n'est qu'elle a réussi à le faire finalement en situation de crise, alors en tout cas pas dans les 48 heures du début, où là, la science est allée plus vite, et qui est probablement adaptée, je vous dis là encore, à l'échelle d'un service. Par contre, on voit bien aussi qu'à un moment donné, la science s'est emballée, y compris parmi nous, avec les échanges, tout ça, et que finalement, le stratégique et le politique a dû reprendre la main par rapport au bien collectif. Donc là encore, je ne suis pas du tout en train de dire justement que le scientifique avait raison dans tout, parce que quand il fallait décider sur le collectif, la science ne suffisait plus. Mais cette rapidité, en tout cas à l'immédiateté au départ, c'est vrai que ça, il y a quelque chose qui a été vraiment... Enfin, moi, j'ai ce souvenir de cette expérience, parce que quand j'ai fermé le service avant ces décisions-là, c'était presque un peu... j'ai fait comme à la maison de retraite, c'est-à-dire je me suis autorisée à... J'ai dit, tant pis, on va faire ça, parce que les collègues de l'Est me disaient, c'est la catastrophe, quoi. Oui. Donc il y avait vraiment ces niveaux-là qui... Ça veut dire que vous aviez aussi un niveau d'information qui était parallèle à celui qui descendait, c'est un niveau horizontal, vous saviez qu'il y avait une catastrophe, et vous avez dit aussi une chose, je vous donne la parole après bien sûr, mais juste rebondir sur un point, si je t'ai bien entendu, je deviens un peu sourd avec l'âge, la science ne suffisait pas pour décider, c'est ça que vous avez dit? Je pense qu'après, justement, la science a aussi ses limites. Là, oui. Là c'était intéressant, vous avez dit ça. Oui, qu'est-ce que vous vouliez dire? Pour le collectif, oui, je pense qu'à un moment donné, pour le bien collectif, il faut du politique au sens noble du terme. Oui, et parce que justement, après, ça ne peut pas être que dans la vision purement scientifique. Et parce que là, je vous donne la parole tout de suite, on touche à un problème de fond qui a déjà été abordé plusieurs fois, qui est celui donc, du pluridisciplinaire. Et une des critiques qui a été faite à la gestion du Covid-19, que cette critique soit juste ou injuste, peu importe ici, c'est qu'elle a été principalement gérée avec des critères médicaux, ce qui paraît logique vu le problème. Mais on s'est rendu compte petit à petit, et là on a appris, que peut-être qu'il fallait intégrer d'autres critères, et que les critères purement scientifiques, si ça existe, ne pouvaient pas suffire pour décider. Mais le point intéressant, c'est qu'on a quand même réintroduit, oui, la science. Et que la santé publique ou de la population, au sens santé, c'est-à-dire qui n'est pas absence de maladie, parce que ça, la santé, c'est pas l'absence de maladie, c'est l'état de bien-être physique, psychologique et social. Ouais. Et donc, la perception de la santé de la population, elle ne peut pas être vue uniquement par l'absence de maladie de l'individu. C'est une bonne précision. Je vous donne la parole. Alors, Nicolas Duboulot, voilà. Absolument, de conseil régional. Vous êtes directeur de la recherche, donc vous êtes bien placé là sur la question. Oui, alors je vais faire un pas de côté parce que je ne suis pas du tout acteur dans tout ça, mais finalement peut-être un commentaire sur une des raisons pour lesquelles, à mon sens, un endroit comme le Youth Tech Lab est
un champ d'expérimentation, un espace de travail collectif aussi intéressant pour effectivement faire face à des crises, à des évolutions et amener des personnes d'horizons si différents à travailler ensemble et à trouver des solutions ensemble. Et je vous rejoins assez quand vous avez introduit cette question recherche fondamentale, recherche appliquée. C'est sans doute pas tellement la question. Et effectivement, un des aspects qui me semble majeur, c'est le caractère partenarial des recherches qui sont conduites ici, avec des acteurs de la recherche, mais variés, des acteurs socio-économiques, eux aussi, chacun avec des rôles différents et complémentaires. Et ça, c'est un des éléments qui dans le cadre de la politique régionale de soutien à la recherche, est vraiment tout à fait important, notamment dans un des appels à projets de recherche qui est lancé chaque année par la région, qu'on appelle l'appel à projets de recherche d'intérêt régional. Cette dimension partenariale, d'avoir effectivement des acteurs académiques qui vont travailler avec un certain nombre d'acteurs socio-économiques pour trouver ensemble des solutions, c'est un des éléments centraux effectivement de cet appel à projet. Ça veut dire que dans l'appel d'offres, dans les critères, Oui. il y a un critère composition de l'équipe. En gros, il faut qu'il y ait à la fois des chercheurs, des professionnels, d'autres personnes, Oui. plusieurs disciplines éventuellement. Tout à fait. C'est un critère, je dirais, qui va dans le bon sens pour qu'un projet soit sélectionné. Et il y a un autre élément, c'est que on essaie, alors c'est pas toujours simple, dans la sélection, dans la priorisation des projets, de ne pas travailler en silo. Parce que quand un projet arrive auprès de la région, ce projet il va se positionner par rapport aux différentes politiques régionales. Et parfois, il est un peu à l'interface entre tout ça. Alors, c'est encore plus compliqué quand c'est dans le domaine de la santé, qui n'est pas au sens très strict du terme dans une compétence des régions, même si c'est absolument fondamental. Voilà. Mais on a en fait l'ensemble des directions de la région qui analysent le projet et puis qui effectivement disent oui, ça vient croiser telle ou telle politique régionale et donc c'est intéressant de le soutenir. Et donc on essaie de faire effectivement qu'il y ait bien un avis collectif de ces différentes directions et ça c'est indispensable pour faire face effectivement à des dimensions aussi multiformes d'un projet comme le Youth Tech Lab. Et quand vous faites ça, effectivement, vous ne demandez pas que ce soit un projet fondamental ou appliqué, apparemment. Non, ça ne se pose pas comme ça. Et oui, et comment ça se pose alors justement? Alors, parce qu'apparemment, vous dépassez cette différence, oui. Alors, sans être trop technique, en Oui. gros, ce qu'on a fait au fil des années, c'est que la région, elle a séparé deux logiques d'intervention. Il y a une recherche, alors elle n'est pas fondamentale, il y a une recherche d'initiative académique. Et en gros, l'idée, c'est que les projets, ils sont pensés à partir de la thématique scientifique, de l'envie des chercheurs de faire avancer telle ou telle question scientifique. Ouais. Et dans ce domaine-là, il y a des soutiens de la région, mais ils sont attribués... en fait, ce n'est pas la région qui choisit d'une certaine manière. Notamment dans les bourses doctorales, elle attribue les bourses doctorales, elle fait confiance aux établissements, aux écoles doctorales, collectivement, pour faire les choix des sujets les plus intéressants. Parce que fondamentalement, la région, elle n'a pas la compétence scientifique pour dire que tel projet est plus intéressant que tel ou tel autre. Donc ça, c'est une première façon d'intervenir. Et puis la deuxième, effectivement, c'est ce que je décrivais, la recherche, alors on nous dit d'intérêt régional, mais ça pourrait, on pourrait le dire autrement. Oui. Mais effectivement, il s'agit de projets de recherche qui se positionnent comme des éléments de réponse à telle ou telle problématique socio-économique, environnementale, qui répond par exemple aux besoins de certaines filières économiques qui ont besoin pour se développer, d'innovation et qui puissent s'appuyer sur la recherche. Et là, dans ce domaine-là, sur ce type de recherche-là, il y a que la région, là, elle a à la fois une compétence et une légitimité pour dire, oui, finalement, on va choisir tel projet plutôt que tel autre. C'est pas toujours simple, mais il y a une certaine légitimité pour le faire. Et là, est-ce que dans le comité de décision, il y a des scientifiques, comment ça se passe? Alors, quand c'est la recherche d'initiative académique... Non, d'intérêt régional, c'est vraiment au niveau de l'impact socio-économique et environnemental que c'est traité. Et puis après, dans un deuxième temps, il y a une expertise scientifique, mais qui est faite projet par projet. Dans un deuxième temps, d'accord. Voilà. Oui. Mais... Donc c'est intéressant, ça répond. Pardon. Voilà. Peut-être juste en rebond de cette intervention pour dire qu'en effet, ce que dit M. Duboulos, ça conduirait quasiment à prolonger la problématique de cet atelier. C'est-à-dire que la méthodologie, et là je prends une seconde ma casquette d'élu régional que vous venez de décrire, elle dit à la fois recherche fondamentale ou appliquée pour des élus à l'échelle régionale, c'est pas vraiment le sujet. Par contre, la façon dont tout ça est porteur de développement, d'aménagement du territoire, d'emploi,
d'emploi, de besoin de compétences pour demain, de solutions pour les habitants, ça c'est un sujet fondamental. Et donc c'est à la fois le continuum, voilà, recherche fondamentale, recherche appliquée, mais moi j'y ajoute l'action publique, parce que évidemment, si l'action publique est déconnectée de cette construction de la connaissance d'aujourd'hui pour inventer les solutions aux défis d'aujourd'hui, de demain. Évidemment, la question du vieillissement en est un complètement majeur, le numérique, enfin voilà, on a beaucoup de transitions à gérer qui sont des transitions majeures. Et donc voilà, on a un continuum qui est finalement un peu plus long même que les notions seulement de recherche, si on ne les tourne pas derrière vers l'élaboration des solutions et vers la mobilisation des acteurs qui sont en situation de le faire. La région est un de ces acteurs. Mais ça veut dire, parce que vous avez utilisé le mot, ça veut dire que c'est la question qui est fondamentale. C'est intéressant. Donc, si on déplace de la recherche à la question, le débat n'a plus d'importance. Et à ce moment-là, ça vous permet de dire, peut-être que du côté du milieu académique, vous voulez poser ces questions-là, parce qu'elles vous paraissent importantes, et peut-être que, vu l'intérêt de la région, nous, on aimerait que vous posiez ces questions-là et que vous fassiez des recherches là-dessus. Donc, on renverse complètement la question. Donc, je vais donner maintenant la parole à Gilles Venturini. Alors voilà, oui, j'ai un mal fou à lire du coup. Je vous donne la parole, voilà. Merci. Moi, je ne suis pas manager, donc je ne ferai pas de commentaires sur vos discussions très intéressantes par ailleurs. Par contre, la recherche partenariale, c'est quelque chose que je connais bien. Je crois que pour vous faire comprendre mon point de vue de scientifique sur la question, la première chose que je voudrais vous dire, c'est que la recherche partenariale, la pluridisciplinarité, c'est pas quelque chose qu'on a de manière innée. On ne naît pas pluridisciplinaire, c'est quelque chose qui s'acquiert au fil de la carrière. Je connais très très peu de collègues scientifiques au sens vraiment très large qui ont été capables de mener en même temps 2 cursus, médecine et ingénieur, ou philosophie et informatique par exemple. Il y en a vraiment très peu qui sont capables de faire ça, donc ça relève vraiment du goût intellectuel et de l'ouverture d'esprit qu'on peut avoir. Et donc, alors, après, sujet peut-être délicat, enfin pas pour vous, mais pour moi un peu plus, est-ce que cette recherche partenariale est encouragée ? Ça, c'est une question. On vient d'entendre un représentant de la région, donc on voit bien que, évidemment, si c'est pour obtenir des crédits, on va mettre en place une recherche partenariale parce qu'on veut rentrer dans les critères, on veut l'avoir. Ne prenez pas mal ce que je vais dire, mais il peut y avoir des gens qui réagissent comme ça. Mais il peut y avoir aussi des gens, vous voyez, qui vont se dire, mais après tout, qu'est-ce que ça m'apporte moi en tant que chercheur ? Est-ce que ça m'apporte vraiment quelque chose ? C'est pas aussi simple que ça, en fait. Le gain n'est pas direct. Voilà. Après, moi, je peux vous livrer une expérience personnelle, parce que justement, c'est en allant vers les professionnels de terrain, c'est en allant vers les utilisateurs, vers les personnes finales qu'on a justement des déclics. Alors, moi, je peux vous en décrire un très rapidement. Il y a quelques années, on avait fait un projet financé par la région Centre qui s'appelait Sculpture 3D. On avait fait des dispositifs pour le grand public, des interfaces numériques entre des sculptures de la Renaissance et puis donc les utilisateurs. Et dans ces dispositifs, on a fait une statue tactile interactive, un objet connecté, si vous voulez, avec des capteurs. Et les personnes malvoyantes pouvaient le toucher et elles obtenaient des informations. Et on l'a testé, on a été à l'IRECOF, qui est un institut de rééducation pour des jeunes aveugles notamment. On l'a testé sur des aveugles, et là, je découvre en fait que ces jeunes aveugles étaient capables de jouer avec leur smartphone. J'en prends un, je lui dis, tiens, vas-y, montre-moi comment t'envoies un SMS, et paf, le SMS est parti. Alors qu'un ado envoie un SMS plus vite qu'un lui de 50 ans, ça ne vous surprend pas, vous n'aurez pas le prix Nobel sur cette découverte. Mais par contre, qu'un ado aveugle le fasse aussi vite, ça m'a vraiment très surpris. Et vous voyez, et c'est en allant, c'est ce déclic-là qui a fait qu'après, des années plus tard, avec des collègues, on s'est dit, bon, écoute, il faut qu'on fasse quelque chose pour le numérique et ce handicap visuel, et on s'est lancé dans un projet qu'on a imaginé de manière pluridisciplinaire avant même qu'il commence. Donc on a été voir, alors c'est comme ça qu'on a rencontré le Youth State Lab, les collègues sociologues, la Mutualité française, le Centre de recherche Basse Vision à Ballan, et maintenant aussi des associations, vous voyez, d'aveugles, parce qu'on veut développer l'intelligence artificielle pour ces personnes-là, pour les aider dans leur vie de tous les jours, reconnaître des objets, éviter des obstacles, etc. Donc cette recherche partenariale, c'est une fois qu'on est bien dedans, qu'on s'est lancé, on se rend compte de l'intérêt qu'elle porte. Voilà. Mais il faut faire ce premier pas, il faut y aller. Je trouve que votre exemple est formidable. Moi, j'ai fait une observation, mais au sens large, qu'il faudrait juste vérifier. Vous avez raison de dire que ce n'est pas évident d'être pluridisciplinaire. Et j'allais dire, plus on démarre dans la carrière, plus c'est difficile, parce qu'il faut qu'on s'assure de ses compétences. Et donc, il y a un effet de cycle de vie. Et j'ai remarqué que vers 40-45 ans,
Alors les chercheurs avaient plusieurs voies possibles, mais notamment parce que peut-être qu'ils n'ont plus beaucoup de sens dans leur vie professionnelle, ils ont un peu épuisé, et ils vont vers le pluridisciplinaire. Et ça s'accentue du reste avec l'âge. Donc c'est intéressant de se dire, si je veux faire du pluridisciplinaire, de la coproduction, peut-être qu'il faut que j'essaie avec des gens qui n'ont plus rien à perdre, ou bien qui ont envie de redémarrer une nouvelle carrière, etc. Alors j'ai repéré quelque chose de plus grave après, c'est vers 55-60, une partie des sociologues surtout, des intellectuels un peu philosophes, ils deviennent militants. Et c'est une façon de... Alors on a un cas extraordinaire, on en a plein, et il y a un effet de cycle de vie, il y en a qui partent vers la religion, il y en a qui partent vers la philosophie, mais c'est intéressant de travailler sur les cycles de vie et la façon de concevoir son métier. Et je trouve que l'exemple est formidable. Moi, j'avais une question très technique. J'ai interviewé un aveugle il n'y a pas très longtemps avec une plaque de cuisson par induction. Ouais. Et donc, on n'a pas de... Il ne peut pas savoir si c'est allumé comme le gaz. Donc, il y avait 2 plaques à gaz et 2 plaques de cuisson. Et il me dit, pour la cuisson, c'est ma femme qui l'ouvre. Mais pour le gaz, je mets ma main à 1 mètre quand même. Et donc, comme ça, je sais que si ça marche. Et après, il m'explique qu'il a un problème avec son iPhone, parce qu'il avait un iPhone, parce qu'il n'a pas au bout des doigts, il ne sent rien. Donc je me suis demandé comment faisaient les aveugles avec leur téléphone. Alors il y a plusieurs méthodes. Il y a quand même beaucoup de méthodes qui marchent très mal, il faut le savoir. Hein. Si vous avez un iPhone ou un téléphone sous Android, vous pouvez utiliser les options d'accessibilité, et je vous mets au défi de tenir plus de 10 minutes. En fait, vous allez craquer, hein, parce que c'est quand même très difficile. Et donc aujourd'hui, justement, ce qu'on peut espérer en fait pour résoudre ce type de problème, c'est qu'aujourd'hui, on a avancé beaucoup en intelligence artificielle, les années d'avant aussi, mais c'est vrai que les progrès récents vous montrent en termes de reconnaissance d'images, de capacité à traiter des données très rapidement, les machines ont évolué aussi. Aujourd'hui, on doit pouvoir détecter si une plaque est allumée. Alors l'induction, c'est vraiment très particulier, il faudra vraiment lire en fait l'indication s'il y en a une sur la plaque, ça c'est vrai. C'est un bon exemple. Mais voilà. Et ce qui est trouvé intéressant dans l'exemple, c'est que ce sont des éclairages de ce qu'on appelle, alors justement, l'induction. Mais là, je n'ai pas pensé au jeu de mots, je viens de le faire là, sans le faire exprès. C'est le fait qu'on part d'observation, exactement comme en clinique. Hein. Quand on est en clinique, quand on est médecin, on part d'observation, et par accumulation d'observation, on trouve des réponses, puis on modélise, puis on généralise. Et c'est une autre forme. Et il me semble qu'un des enjeux, c'est d'accepter ces différentes formes de sciences. Je ne suis absolument pas opposé à des recherches académiques, ce n'est pas ça le problème. Ce que je discute, c'est quand il dit il n'y a que celle-là qui est bonne. Il dit non, il y a peut-être d'autres choses de faisables. Voilà. Allez-y, après, vous êtes prêts dans la salle ou ça sera votre tour? Juste pour dire que je pense que justement l'innovation technologique, le champ de l'innovation technologique va être une vraie opportunité pour développer, et c'est déjà le cas, le pluridisciplinaire dans le champ de la médecine, justement. Nous, Comment vous le voyez? Oui, c'est ça, oui. Ah ben c'est déjà en route, hein, c'est déjà actif, mais on voit bien que ça ouvre un champ, parce que ça va être vraiment de l'innovation thérapeutique. Il y a eu le biologique avec le médicament, et puis maintenant, il y a l'innovation technologique qui ouvre un nouveau champ de recherche, d'application, d'accompagnement thérapeutique absolument extraordinaire. Ah ben un exemple qui est juste au sous-sol en dessous là. Ah ben c'est parfait, on ira voir après. Ce qui est juste au sous-sol en dessous, qui est un cube de réalité immersive qui a été développé, alors Rémi Claire, je ne sais pas s'il est ici, hein, qui est cadre de santé au CHU, qui a déposé un projet de recherche qui s'appelle un PHRIP, donc qui est porté en promotion par le CHU, par la direction de la recherche du CHU, pour un dispositif qui permet en fait d'immerger, entre guillemets, les patients autistes dans des environnements sensoriels, mais par vidéo, hein, pas par réalité augmentée, c'est vraiment des vidéos, mais de doser ces expositions sensorielles. Et dans l'autisme, il y a des difficultés à traiter ces informations. Voilà. Donc on a forcément besoin de ce partenariat. C'est une ouverture qui est absolument extraordinaire. On y voit aussi les limites. Le réglementaire n'est pas encore complètement calé par rapport à ça. Les représentations aussi sociales font que, par exemple, vous passez à un comité d'éthique, les gens ont l'impression que ça va être très très dangereux, donc ils vous reclassent ça comme si vous alliez tester une chimiothérapie dernier cri. Donc on voit bien toutes les difficultés qu'on a encore parce que les chemins ne sont pas tracés, mais ça va venir vraiment par différents bouts, et on voit bien qu'au niveau de la médecine, ça va être une porte d'entrée justement vers ce travail pluridisciplinaire qui va être, à mon avis, enfin qui est déjà, mais je crois que ça va vraiment, ça va exploser. Ça va exploser complètement. Alors il est 17h13, je ne sais pas quelle est l'heure limite. Bernard est plus là, Jean-Philippe est plus là. Si. Ils sont au fond, ils ont fui, comme on dit au fond. Nous sommes là, nous vous écoutons avec grand intérêt.
Est-ce qu'il y a des questions vous ne voyez à pas, poser, pardon. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Voilà, et puis il y en a quelques-unes qui nous sont arrivées là. Il y en a pour tout le monde. Hein. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle d'abord? Non, vous n'osez pas. On balance des questions déjà, ça va faire partir la salle. Alors, il y en a plusieurs qui arrivent. Je vais essayer de... Il y en a certaines qui s'adressent à l'un ou l'une d'entre vous en particulier, pardon. Mais il y en a une qui a manifestement inspiré. Je ne sais pas qui est cet homme. C'est un homme. Donc, alors, je le cite. Hein. C'est un peu long. En vous entendant évoquer les débats entre recherche fondamentale et recherche appliquée, je me revois 30 ans en arrière sur les bancs de l'université, assistant au débat entre vraie recherche et l'autre recherche que j'ai du mal à qualifier de fausse. Je pensais ce débat derrière moi. Ne pourrait-on pas plus simplement se poser la question de l'utilité de la recherche, sa contribution à la compréhension des enjeux sociétaux? Le Living Lab me semble en quelque sorte se donner cet objectif en ayant une utilité sociale. Je ne sais pas si c'est une question ou si c'est un commentaire. On a répondu par oui. Il a parfaitement raison, je crois que c'est ce qu'on a dit. Qui veut compléter éventuellement? Si vous... Oui, voilà. Ah oui, non seulement il a complètement raison, et je pense qu'on l'a tous dit de différentes façons, mais moi peut-être j'irai plus loin en disant, et ça rebondit sur ce que vous faites comme retour d'expérience des lourdeurs aussi, enfin dans le déploiement des solutions. Je pense que pour que l'utilité sociale soit davantage connectée à cette connaissance qui peut émerger des nouvelles coopérations, il faut aussi s'autoriser à expérimenter et donc à se tromper. C'était un des éléments de la précédente table ronde. Je pense que c'est extrêmement important. Alors moi, je vous le dis, je suis élu en politique, expérimenter pour se tromper, c'est pas si simple. Je pense qu'il faut qu'on rentre aussi dans plus de coopération pour faire. Et quand je dis ça, c'est compris par-delà les étiquettes politiques. Il est bien rare, et si on parle du vieillissement, c'est le cas, il est bien rare qu'une institution, même centralement en compétence sur un sujet, ait tous les leviers pour apporter les réponses. En matière de vieillissement, évidemment que c'est un sujet qui va mettre en synergie l'État, le département, les villes, peut-être la région, des acteurs associatifs, des citoyens, donc y compris à l'échelle de l'action. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus de coopération qui est attendue et que finalement, derrière les problématiques qu'on évoque aujourd'hui, cette ambition de mettre plus d'horizontalité, plus de pluridisciplinarité, qu'on l'appelle comme on veut, mais à toutes les étapes de la chaîne, c'est aussi répondre en partie à la crise démocratique qu'on traverse, parce que ça veut dire qu'on prend en considération des prismes qui sont plus divers, donc on a quand même plus de chances d'être juste dans l'analyse qu'on fait, dans la connaissance qu'on va produire et dans les solutions qu'on va mettre en œuvre. Mais on n'a pas cette garantie absolue, et donc il faut aussi pouvoir expérimenter, pouvoir ajuster, pouvoir... voilà. Et je pense que ça donne plus d'agilité aussi à la réponse, et ça donne moins le sentiment aux citoyens ou aux habitants d'être les oubliés des politiques publiques. Alors, il y a 2 ou 3 questions, vraiment le standard explose. Hein. Il y a 2 ou 3 questions que je vais essayer de résumer en une seule. En fait, c'est en réaction à ce que vous venez de dire, Monsieur Venturini. Gilles, lorsque tu as dit « on ne naît pas pluridisciplinaire », donc on a des remarques sur le nécessaire pas de côté et une remarque sur le fait que tout ça, c'est très juste, mais que être pluridisciplinaire, c'est aussi quelque chose qui n'est pas forcément bien apprécié dans un univers académique qui, au contraire, se plaît à l'hyper-spécialisation. Donc voilà, est-ce qu'il y a une réaction sur ce pas de côté? Alors, ça a un écho particulier par rapport à ce que tu as dit, Gilles, puisque nous, on l'a vu avec la collaboration sur le centre régional de basse vision. Mais voilà, est-ce que ce pas de côté vous semble possible? Comment? On sent bien que vous l'appelez de vos voeux, mais voilà, donc il y a ça, et puis cette question de la pluridisciplinarité qui revient un petit peu. Je ne sais pas. Vous savez, interroger un peu les jeunes qui veulent faire des études, ceux qui connaissent le système anglo-saxon vous diront « Ah, mais c'est quand même vachement bien, on peut choisir les cours qu'on veut. » En France, on est quand même largement mis sur des rails quand on se lance dans les études. Et aujourd'hui, bien sûr, vous choisissez votre établissement, vous choisissez votre filière, mais c'est très difficile d'avoir un cursus varié et pluridisciplinaire en l'occurrence. Je sais pas, vous voulez faire, je vois Bernard, vous voulez faire de l'informatique et de la sociologie en France dans la même formation, je pense que ce n'est pas possible. Voilà. Et donc il y a cette manière qu'on a aussi de voir les choses qui fait que c'est pas simple en fait de sortir un petit peu à côté et voilà.
Après, faut bien comprendre aussi que les gens peuvent aussi dans leur vie avoir à un moment donné quelque chose qui fait qu'ils ont envie de sortir de leur discipline, parce que quand on est un scientifique, moi je trouve que toutes les disciplines sont passionnantes et j'ai envie d'aller les voir. J'aurai pas le temps de toutes les faire, mais ça donne vraiment envie d'y aller, quoi, de comprendre un autre domaine. Des fois c'est un petit peu à sens unique, on va se servir, on prend des idées. Je l'ai fait un petit peu à un moment donné, mais ça laisse vraiment un goût amer. C'est pas très agréable. Je travaillais avec des éthologues sur les fourmis. On a pris des idées, on a fait des algorithmes. Ça a très très bien marché au niveau académique, mais finalement, on n'a rien appris aux biologistes sur leurs fourmis. Donc, c'était pas très intéressant. Par contre, vous voyez, il y a des domaines. Là, je cite ce projet qu'on lance où je vais apprendre. Mes collègues avec moi aussi dans la salle, Barthélémy. On va apprendre énormément de choses sur comment le numérique prend une place, comment l'intelligence artificielle prend une place centrée utilisateur dans un cadre de handicap visuel. Vous voyez, ça, c'est vraiment une problématique qui va jouer dans les deux sens. On va apporter quelque chose aux gens qui voient mal et nous, on va apprendre beaucoup de choses. Juste un tout petit exemple pour dire que je pense que les lignes bougent. Le CHU de Tours fait partie d'un réseau de CHU qui sont les CHU du Grand Ouest, qui s'appelle Hugo, et qui lance un appel d'offres là, justement de projets collaboratifs entre les CHU, donc sur des thématiques vraiment médicales. Et dans la critériologie pour la sélection de ces projets, il y a le fait d'avoir un volet de recherche en SHS, en sciences humaines et sociales. Donc ils ont intégré au sein justement de cet appel à projet de CHU le fait qu'il y ait vraiment cette recherche en SHS. Donc je pense que ça bouge, justement, en tout cas il y a une volonté de partenariat. Le fait que CHU de Tours soit justement aussi membre vraiment du YouStech Lab, c'est aussi un signe de ça. Merci infiniment, ça c'est un bon mouvement des frontières. Juste pour terminer, j'ai noté 2 ou 3 éléments que je trouvais positifs et au sens qui nous aident à réfléchir. Évidemment, il y a la question de la coproduction qui est importante. Je crois que ça transverse tout ça, que ce soit sous la forme transversale et horizontale. Et avec l'idée de l'avoir accroché aussi à la démocratie. Je trouve ça intéressant aujourd'hui. Il y a une crise, mais normale pour moi, de la démocratie. Je me suis juste demandé si dans les années 60-70, on n'avait pas eu les mêmes débats sur la décentralisation, sur la régionalisation. Et c'est un peu normal que ça réapparaisse aujourd'hui. Mais je pense que ce serait intéressant de regarder qu'est-ce qu'on disait à l'époque. Moi, je me souviens à l'époque, le régionalisme était extrêmement important. Les langues régionales, le local, il y avait vivre et mourir au local. Moi, c'est pas mon idéal, mais bon, pourquoi pas, etc. Et puis, je vois que ça réapparaît aujourd'hui. Donc, c'est intéressant de se dire, tiens, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a aussi un autre mot qui était aussi éclairant. C'est des mots qui éclairent, comme l'effet de loupe. Je pense que le Covid-19 a vraiment été un effet de loupe et tous les exemples que vous avez donnés nous montrent tout d'un coup qu'on voyait... C'était là, mais on ne les voyait pas. Et grâce à ça, on les voit et on est plutôt motivé pour essayer de continuer à faire quelque chose. Alors, il y a une très jolie expression aussi que vous avez utilisée qui est désynchronisation, parce que je trouve qu'elle marche bien. Effectivement, en période de crise, il y a une désynchronisation par rapport aux routines. Et que ce soit le haut ou le bas, mais surtout le haut qui est habitué à émettre des décrets ou à émettre des règles ou à émettre... Tout d'un coup, il ne sait plus quoi émettre. C'est pas plus mal à certains moments, mais il faudra bien aussi en émettre un jour. Il faut du reste s'interroger, qu'est-ce qui fait qu'on émet comme ça tout le temps des décrets ? Pour moi, il y a un livre que j'aime beaucoup en anthropologie qui s'appelle « Oppression et libération dans l'imaginaire ». Là, vous changez oppression, c'est une histoire de culte des Betsimisaraka à l'est de Madagascar, peu importe. Vous changez des problèmes de la vie quotidienne et libération dans l'imaginaire. Et l'impression que j'ai souvent en France, c'est qu'on se libère dans l'imaginaire du droit et des décrets pour résoudre les problèmes du quotidien, mais qui ne sont pas plus résolus au final. Donc c'est intéressant. Et puis quand même, il y a eu des resynchronisations. Et donc vraiment, ce qui m'a interrogé là, c'est cette désynchronisation, parce qu'apparemment, ça a été assez bénéfique. Après, on s'est resynchronisé. Et il n'y a que les périodes de crise qui permettent ça. Merci infiniment. Eh bien, rendez-vous dans un monde meilleur sur Terre. Voilà. Merci.